Bâti sur les ruines d'une forteresse génoise du XIIe siècle, le Palais des Princes de Monaco, le berceau d'une des plus fascinantes monarchies d'Europe. Un édifice de légende qui fait rêver le monde entier depuis des décennies. Résidence officielle du chef de l'État monégasque, ce palais est le lieu le plus secret de la principauté. C'est dans cet endroit mythique que Christian Garcia, le chef cuisinier du prince Albert II de Monaco, a le privilège de venir travailler. Bonjour. Tiens bien, ça va? Très bien. Christian orchestre les grandes réceptions du palais et prépare les repas privés de la famille Grimaldi, dont il partage le quotidien depuis un quart de siècle. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est Marco. Ouais. Chaque matin, le chef traverse l'un des joyaux du palais, la cour d'honneur et ses décors chargés d'histoire. Un cadre de travail grandiose qui émerveille toujours autant ce père de famille de 47 ans. La première fois que je suis arrivé ici au Palais Princier, j'étais très intimidé, et puis arrivé dans un cadre pareil, regardez cette magnifique cour d'honneur, la chapelle palatine, toutes ces peintures murales, c'est vraiment superbe. J'ai toujours cette même émotion le matin lorsque je viens travailler. J'ai toujours le sourire jusque-là, la banane jusque-là, heureux du travail que je fais, heureux de la vie que je mène. Et travailler surtout pour quelqu'un d'exceptionnel comme le prince Albert, c'est un grand privilège. Et tous les jours, je me dis que j'ai beaucoup de chance de travailler ici. Au centre de ce lieu d'exception, une œuvre majestueuse du XVIIe siècle. Un escalier à double révolution, copié sur le modèle de celui du château de Fontainebleau. Cet ouvrage de marbre a servi de chapelle nuptiale au prince Albert et à la princesse Charlène. Un escalier au pied duquel, le 3 juillet 2011, ont résonné les consentements princiers. Oui. Oui. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare jamais. « 55 ans plus tôt, au pied de ce même escalier, le prince Régnier III et l'actrice américaine Grace Kelly, devenue princesse, recevaient les sujets monégasques en l'honneur de leur mariage. Le rocher des Grimaldi allait attirer les regards du monde entier. Aujourd'hui encore, le palais est le théâtre de réceptions prestigieuses. Comme lorsque la princesse Caroline et le prince Albert ont célébré le prix littéraire de la Fondation Prince Pierre dans les appartements privés fermés au public. Hormis les invités du prince et des princesses, personne ne voit jamais ces salons et ces couloirs décorés au fil des règnes. Seul Christian Garcia et le personnel attaché au service du souverain peuvent s'y aventurer presque chaque jour. Nous voici dans la salle des glaces, ma pièce préférée, avec cette formidable peinture de la princesse Grace. Tous les anciens du palais me disaient combien elle était agréable, d'une gentillesse extrême. J'aurais beaucoup aimé connaître la princesse Grace. Je trouve qu'il y a une âme dans cette pièce. À cette fenêtre, par exemple, le prince et la princesse Charlène sont apparus pour la première fois lors du mariage civil. Derrière ces fenêtres, ce que personne ne voit jamais, un décor subtil et raffiné, où la dorure des boiseries s'harmonise aux couleurs chatoyantes du plafond italien. Un lieu élégant où le souverain aime recevoir.
Lorsque des réceptions ont lieu dans cette pièce, c'est un petit plus pour moi. Je suis très motivé, encore plus motivé que d'habitude. Un étage plus bas, Christian Garcia règne sur les cuisines du prince. Avec sa brigade, il a la lourde tâche de préparer les grandes réceptions du palais, qui comptent parfois jusqu'à 300 personnes. Ça, c'est les œufs que tu avais demandé. Mais il doit aussi cuisiner au quotidien pour le souverain et sa famille. Aujourd'hui, la princesse Charlène a convié une amie à déjeuner. Lala, t'as fait marcher le fond de veau? Oui, ouais. Pour la princesse, oui. Le déjeuner. La princesse, une invitée. On va lui faire le velouté d'asperges, le filet de loup vapeur, les patates douces au gingembre. D'accord. Il n'y a pas de fromage et puis on a la gelée de verveine aux framboises. Hein? Allez. Poissons de Méditerranée et légumes exotiques, la princesse Charlène a choisi un menu léger et plutôt simple à réaliser. Mais le chef doit tout de même envisager les imprévus. On anticipe toujours sur une à deux personnes en plus, parce qu'on ne sait jamais des invités au dernier moment qui peuvent arriver. Anticiper les moindres désirs du couple princier, un aspect essentiel du métier de chef cuisinier à Monaco. C'est liquide ton truc, c'est liquide. Encore une botte là. Et puis après on le lit avec jaune d'œuf et crème. Hein? Le velouté d'asperges à peine rectifié, d'autres entrées sont déjà en préparation. Là c'est tomate mozzarella en entrée pour le personnel. C'est quand même de bien présenter aussi. Dans les cuisines du chef Garcia, on prépare également chaque jour le repas d'une trentaine d'employés. Christian veille sur tout. Pourtant, rien ne le prédestinait à diriger un jour les cuisines des princes de Monaco. À 23 ans, il travaillait dans un grand palace de la principauté. Appelé au palais pour un simple remplacement, il n'en est jamais reparti. Son dévouement et son talent ont su lui faire gagner la confiance du prince régnier. En 1995, le souverain qui savait l'importance de la gastronomie en politique s'était même investi dans la rénovation des cuisines. Le prince avait choisi la couleur des carrelages, des sols, des murs. Et le prince avait même choisi tous les emplacements et avait placé même lui-même tous les cuivres que l'on peut avoir dans la cuisine, les anciens cuivres. Je vais vous montrer un petit peu mon petit trésor. Je garde ça soigneusement. C'était sur des anciens menus, des petites annotations du prince régnier. Voilà, par exemple, c'était un menu de 1996. Le prince avait une salade de haricots verts, un turbo poché, sauce hollandaise, courgette trompette nature. Il m'avait marqué que le turbo était un petit peu sec. Donc par la suite, le gazpacho de fruits d'été était très bon à refaire. Voilà, donc là c'était un cappuccino glacé que le prince régnier avait trouvé excellent. Là c'était un filet de turbo poêlé avec une tomate au basilic très bon et fin. Je n'ai en main que les menus où le prince me félicitait. Néanmoins, à mes débuts, lorsque je suis arrivé, j'avais tendance à faire une cuisine assez nouvelle peut-être par rapport à mes prédécesseurs. Et le prince m'avait appelé pour me dire basta de cette cuisine nouvelle, décorative avant tout. J'ai compris le message et puis j'ai changé ma manière de cuisiner. Ok, la princesse et l'invité sont arrivés. La princesse à table dans 5 minutes. Hein. À l'inverse d'un restaurant où le client peut se permettre d'attendre un plat, ici, on ne peut pas se permettre de les faire attendre. C'est le plus gros stress parce qu'il faut qu'on soit vraiment en place. Suivant l'endroit où la princesse et son invité déjeunent, il faudra 1 minute pour la mener. En 1 minute et demie, il faut qu'elle ait déjà sur table le repas. Clive ? Oui. Tiens, fleur de bourrache, capucine, et là c'est une fleur de concombre. Merci. Oui. Alain, on y va. Une purée de patates douces au gingembre. Le filet de loup qui a cuit simplement à la vapeur.
Dans les repas quotidiens, on a toujours une cuisine saine avec des produits frais, des produits de qualité. Donc on ne va pas toujours faire du gastronomie. Parfois ce sera une salade ou alors 2 œufs au plat. Donc c'est ça aussi être chef de chef d'État dans une maison particulière comme le Palais Princier. Simple ou élaboré, quel que soit le plat cuisiné, Christian le sert toujours avec soin, dans l'argenterie frappée des armoiries familiales. Comme là aujourd'hui, c'est quand même un dressage assez simple. T'as le basilic, Alain? Ici, par tradition, seul le plat principal est dressé sur un plateau d'argent et non sur assiette. On appelle ça un service à la française. Le dressage, l'apanage du chef. Pour un banquet ou un repas privé, c'est toujours Christian qui le réalise. La gelée de verveine aux framboises à peine envoyée, le chef s'attelle à un exercice délicat. Imaginez les prochains menus du prince. Avec plus d'une centaine de repas servis chaque année, Christian doit être créatif pour espérer surprendre. Alain, qu'est-ce qu'on a proposé? Du turbo, du rouget, on a du Saint-Pierre, du chapon, non. C'est quoi, le lapin? Tu vois, un lapin confit. On fait un petit lapin confit. Hein? Ma principale difficulté, c'est d'avoir toujours le même convive à table. Il faut se renouveler très souvent, qu'il n'ait pas toujours l'impression de manger la même chose. Le chef consigne ses suggestions par écrit. Le souverain valide son choix par une croix. Chaque cahier, précieusement conservé, inscrit les goûts et les habitudes princières dans l'histoire culinaire du palais. Voilà, donc le prince vise à chaque fois, vous marquez le nombre de couverts. Non, par exemple, le prince ne souhaitait pas de dessert, par exemple ici. Voilà, on communique comme ça. Néanmoins, le prince vient très souvent en cuisine pour me signer le menu, me dire voilà, tiens, j'aimerais ça. Son inspiration, Christian Garcia va régulièrement la chercher dans un endroit secret. Perché à 700 mètres au-dessus de Monaco, dans les jardins de la propriété personnelle du prince Albert, Rocagel, un lieu très fermé où Christian est un des rares à avoir ses entrées. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont admis à Rocagel, hormis les invités du prince et la famille, c'est vraiment privé. Rocagel, c'est aussi une ferme biologique. Eh bonjour. Bonjour chef. Ça va? Ça y est, la traite est terminée? Ça y est. Là, ce sont les vaches du prince. Elles ont un cadre de vie privilégié. Il y a Violette, Dalila, Noisette et Ulundi. 4 vaches laitières qui ont donné une idée au prince. Depuis 6 mois, la propriété de Rocagel abrite un lieu insoupçonné. Une fromagerie. Aux herbes, cendrées ou au poivre, des saveurs nouvelles pour le chef, qui surveille de très près l'affinage de ses fromages. Voilà, là il est très bon, mais moi personnellement, je le préfère plus affiné. C'est vrai qu'il est un petit peu plus... Ah là c'est juste un petit filet de miel, hein. Ah oui, bien ça. Un petit peu de truffe écrasée à la fourchette. Par contre, dans la semaine, je vais proposer au prince du fromage frais comme ça, avec des herbes fraîches, de la ciboulette du potager, un petit peu de persil. Ce sera très bon. Lorsqu'on a des réceptions, des repas officiels ou quoi, on propose automatiquement les fromages avec les produits de Rocagel. Rocagel cache d'autres richesses. Un jardin d'Éden entièrement écologique. Un potager où 4 jardiniers cultivent une centaine de variétés de fruits et légumes de Méditerranée. Parmi eux, ces fleurs de courgettes, dont Christian fait des petits farcis, un plat typique de la Riviera. En quantité, combien on arriverait à en avoir sur le matin à peu près comme ça? Des fleurs comme ça, Ouais. tout dépend de l'ensoleillement. Un bouquet, une cinquantaine. Ouais, On les sort, hein. une cinquantaine. Ceux-là, je les ferai aussi farcis avec une farce à base de loup de Méditerranée ou alors de langoustine. Là, ça se marie très bien avec la courgette comme ça. Le produit fini serait quand même très beau.
Mais dis-moi, si je prends le risque de proposer des fleurs de courge comme ça pour le prochain repas officiel, si le temps tourne ou quoi, comment je... Eh ben, t'as pas les fleurs, hein, ça, on peut pas tricher contre la nature. Hein. Mm. S'il y a un orage de grêle, entre-temps, on n'a plus rien. C'est la nature qui commande. Un potager princier à ciel ouvert, où seule la nature est souveraine. On est vraiment sur un jardin biologique. Hein. Il n'y a aucun engrais chimique. C'est le fumier des vaches de Monseigneur. C'est un engrais naturel. Hein. Il n'y a aucun traitement, aucun pesticide. Tout le désherbage, il est fait manuellement. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps là, de l'herbe un peu comme en ce moment. Hein. C'est le légume comme il a été cultivé jusqu'à maintenant par les anciens. Des produits 100% naturels. Puis l'avantage, ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces légumes-là, il ne fait pratiquement jamais de frigo, il est de suite cuisiné. Ouais. Voilà, il va passer du jardin directement à la table du prince. Ces images ont été tournées ici il y a 50 ans par le prince Régnier. Les seules, ou presque, à avoir été faites dans cet endroit jalousement protégé des regards. Le potager de Rocagel, il l'a créé avec la princesse Grace. Un hectare de terre, formidable terrain de jeu pour la jeune princesse Caroline et son petit frère de 3 ans, le prince Albert. J'allais quelquefois aider notre jardinier lorsque j'étais enfant à récolter des pommes de terre, des carottes, des tomates. Si je n'avais pas eu ce contexte extraordinaire dans cette ambiance naturelle, j'aurais peut-être pas eu la même fibre et les mêmes préoccupations qui sont les miennes actuellement en matière d'environnement. Et puis, on a tous le souvenir de légumes ou de différents produits qui, lorsqu'on était jeune ou enfant, avaient une certaine saveur et qu'on aime retrouver tout au long de notre vie. C'est un havre de verdure extraordinaire qui me touche beaucoup et que j'essaye avec ma famille de développer, mais aussi de préserver. Sur ces terres, aucune décision n'est prise sans l'avis du prince Albert. C'est sa passion, hein, le jardin. Régulièrement, de temps en temps, il passe voir un peu ses légumes. Il aime bien recevoir ses invités et faire consommer son légume. Pour moi, la cuisine est beaucoup plus facile parce qu'avec des produits de qualité, il n'y a pas besoin de trop les transformer. Une touche personnelle et un assaisonnement juste, c'est facile la cuisine. Des légumes que le chef va mettre au menu des repas officiels prévus dans les prochains jours au palais. Dans l'histoire de la diplomatie monégasque, certaines grandes délégations étrangères ont été reçues ici, dans la salle du trône. Majestueuse, avec son plafond orné de scènes mythologiques. Étonnante, avec sa cheminée Renaissance. De l'autre côté, le trône laqué d'or, créé en 1881 sur le modèle de celui de Napoléon Ier à Fontainebleau. L'emblème de la puissance des Grimaldi pour Thomas Fouilleron, l'historien du palais. C'est un symbole de l'autorité monarchique à l'égal des autres souverains. C'est-à-dire que le prince de Monaco, même régnant sur un État relativement exigu, et finalement a les mêmes attributs, les mêmes symboles que tout souverain dans le monde. Sous l'œil de ses ancêtres, le 17 novembre 2005, le prince Albert recevait ici l'ordre de Saint-Charles, devenant ainsi le 14e souverain de Monaco. Votre Altesse a pris place sur le trône des Grimaldi pour recevoir l'hommage des grands corps de l'État. Ce trône, pour le prince Albert II, n'a servi que pour le jour de son intronisation, donc il sert habituellement une seule fois par règne. Au-dessus du trône, brodés à leur fin, les armoiries et la devise des princes de Monaco, Deo Juvante, avec l'aide de Dieu. La salle du trône, c'est également le cadre pour les grandes réceptions et on peut se souvenir que lors de la visite en 1960 du général de Gaulle, il a été reçu à déjeuner ici même. De même, en 1984, pour le président François Mitterrand, le dîner officiel a eu lieu dans cette salle du trône. Pour un chef d'État, une réception dans la salle du trône est la promesse d'une plongée au cœur de 7 siècles d'histoire et l'assurance d'un voyage raffiné au pays du savoir-faire monégasque.
tradition dans l'art de recevoir, à laquelle le prince Albert est très attaché. Bonsoir, monseigneur. Très bien, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui se prépare de bon là? Les propositions, monseigneur. Dans une semaine, le souverain va accueillir le chef de l'État croate, un déjeuner essentiel pour l'avancée des relations diplomatiques entre les deux pays. Rien ne doit être laissé au hasard. Le prince vérifie personnellement chaque détail du menu. Monseigneur, si vous souhaitez, je voulais vous proposer un petit amuse-bouche. Vous pourrez faire éventuellement un petit œuf coq comme cela. Une petite brouillade d'œufs avec de la truffe blanche, puisqu'on a de la truffe blanche d'Alba, monseigneur. Super. Bon, bah, très bien. Plus amuse-bouche. Je crois que la gastronomie en politique a un rôle très important, qui crée une situation propice à la discussion et à l'échange. Et je crois que pour la personne qui reçoit, c'est important de créer cette atmosphère avec des mets de grande qualité, avec des vins de très grande qualité aussi. Lorsque les gens partagent des belles choses autour d'une même table, eh bien, les discussions sont beaucoup plus aisées et les échanges sont beaucoup plus libres. Ça serait bien de leur faire goûter le vieux balsamique. Le vieux balsamique, monseigneur. Très bien, monseigneur. On a de très beaux loups actuellement, là, monseigneur, des loups de Méditerranée. Mais qu'est-ce que vous mettez comme légumes avec ça? Il y aura, monseigneur, une petite charlotte de carottes. Sur le suprême de loup, il y aurait une toute petite quenelle de caviar d'élevage. Ah ouais. Je ne crois pas être un chef d'État très difficile pour mon chef. Je n'ai pas de demande particulièrement extravagante. J'aime bien justement discuter avec le chef pour voir ce qu'il pense, lorsqu'on prépare un dîner particulier ou une réception. Il est très à l'écoute et il a toujours gardé l'esprit ouvert. Et il est toujours aussi à la recherche de produits nouveaux et de saveurs nouvelles. Merci, monseigneur. Bien. Merci beaucoup. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Bonne soirée. Merci à vous. À bientôt. En l'honneur du président croate, le prince a choisi loup de Méditerranée aux agrumes et quenelle de caviar, filet d'agneau des Alpilles en habit vert, légumes confits et blettes de rocagelle, parmesan au vieux balsamique et biscuits, figues, coco. Des mets fins et subtils que le chef Garcia aime servir dans une vaisselle précieuse. Le vaisselier des Grimaldi. Un héritage inestimable. Dans ses vitrines, 2 siècles de faste et de réception. Porcelaine de Sèvres, cristal de Baccarat, 1 millier de pièces rares. La plupart gravées à leur fin des monogrammes princiers. Une réserve sur laquelle veille Franck, le maître d'hôtel. Moi, j'aime bien le service Copenhague, mais bon, après, c'est vous pour le service, ça fait pas. Ah oui, en plus, en service Copenhague, on a des assiettes à poisson. Regarde, Christian. Voilà. Ça irait bien pour le loup. En tout cas, c'est très joli. Avec le fromage, moi, j'aime celle qui est ajourée, si on peut la... Ah oui. L'assiette entremets ajourée, elle est magnifique. Ah, moi, j'aime celle-là. C'est chargé, mais j'aime. Oui, oui. Par contre, ce serait bien si pour le dessert, je pouvais utiliser celle-ci. Ah oui. C'est le service qui a servi au mariage du prince et de la princesse. C'est le service du prince Albert avec le A et de la princesse Charlène avec le C. Mais la vaisselle la plus ancienne du palais, la voici. 3 assiettes de plus de 150 ans, décorées du monogramme du prince Charles III, l'arrière-arrière-grand-père du prince Albert. Et voilà, c'est des véritables pièces de musée qu'on n'utilise pas parce que justement il n'y en a que 3, qu'on garde précieusement. C'est un des trésors du vaisselier, oui. À quelques jours de la rencontre diplomatique, Christian veut réunir des ingrédients d'exception. Il est prêt à faire plusieurs centaines de kilomètres pour y parvenir. Aujourd'hui, il emprunte le chemin de Modène, au nord-est de l'Italie, où il sait qu'il trouvera ce qu'il y a de meilleur et de plus rare. Je serais prêt à parcourir la terre entière pour trouver le petit produit exceptionnel qui ferait plaisir
au prince et dont le prince serait très fier de pouvoir présenter à ses invités lors de repas particuliers. Nous ne sommes pas nos limites sur le budget de la cuisine. On essaie d'être raisonnable par nous-mêmes, tout en sachant que la qualité se paye aussi. Ces vieux bâtiments renferment les secrets de fabrication du meilleur balsamique au monde. Un savoir-faire transmis ici de père en fils depuis 1871. Giovanni est le patriarche de cette vinaigrerie très prisée des grands chefs. Bonjour Christian. Oui, c'est toujours un plaisir. Nichée au cœur de 8 hectares de vignes, la propriété des Leonardi vit au rythme des vendanges et des airs interprétés par Luciano Pavarotti, l'enfant du pays. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? On chante hein? Oh sole mio. Et le nuovo Pavarotti. Paraît-il que Pavarotti se gargarisait avec du vinaigre balsamique avant chaque concert. Maintenant, je vais me mettre à chanter dans la cuisine du palais. C'est la première fois que je fais les vendanges. Et la prima volta permet. La première, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah, arriva il Tiens, figlio. voilà le fils. Bene, Francesco. Ciao Cristian, comment ça va? Va bene. Bien. Toi? Sì, molto bene. Francesco Leonardi, la 4e génération de Leonardi et qui assure la relève à l'Acciaieria Leonardi. La relève ou la garantie de préserver l'élaboration de ce nectar que s'arrachent les plus grandes tables, comme le Kremlin, l'Élysée ou la Maison Blanche. À l'origine de ce vinaigre balsamique ancestral, un raisin très sucré. Une recette immuable depuis le 19e siècle, le jus de raisin est cuit pendant de longues heures avant d'affronter les décennies dans les 3000 fûts de la vinaigrerie. Ah, c'est... Contrairement au vin, ce n'est pas sous terre, mais sous les toits, là où les écarts de température sont les plus marqués, que vieillissent les balsamiques les plus fins. Ce petit fût contient un vinaigre de 50 ans d'âge. C'est un produit très dense, très crémeux. Et le fût, il a quel âge? Ce fût en forme de poire a plus de 100 ans. Plus de 100 ans? Oui, et à l'intérieur, il y a un produit de 50 ans. Très épais. Dense. Comment tu le trouves? En fait, non, de vinaigre balsamique, il n'y a vraiment rien de vinaigre. C'est vraiment que de la douceur. C'est très délicat. C'est un goût très fin. Et un élixir. C'est un élixir. Un élixir, oui. Très bon pour la digestion. Et un élixir d'amour. Oh là là. Tu connais l'histoire de Casanova? En Italie, il offrait à ses fiancées une fiole de vinaigre balsamique pour les conquérir. Wow. C'est un grand aphrodisiaque, comme le parmesan, la truffe ou le caviar. Et je pense que je vais lui acheter quelques petites bouteilles de vinaigre balsamique. Non, tu n'en as pas besoin, toi. Cet élixir aux effets insoupçonnés dort ici. Dans ce grenier inestimable, 400 fûts en bois de chêne, châtaignier ou génévrier. Chacun donne au vinaigre cet arôme si particulier. Parmi eux, le plus précieux, tout l'héritage de la dynastie Leonardi. Francesco me fait le privilège de me faire goûter un balsamique de 150 ans d'âge qui n'est pas destiné à la vente. C'est un produit d'exception, donc il va me faire partager ce moment unique. Oui, c'est vraiment le trésor de la famille Leonardi. C'est... Grazie Francesco.
C'est vraiment un produit exceptionnel. Ça n'a pas de prix. C'est un produit trop précieux. On préfère l'offrir éventuellement dans de minuscules bouteilles. Mais pour donner un ordre de prix d'un balsamique très vieux, un vinaigre de 100 ans d'âge, on peut parler de 7 000 € le litre. Un litre d'or noir qui aura nécessité 1000 litres de jus de raisin 100 ans plus tôt. Buonissimo, hein? Christian est l'un des meilleurs clients de la maison. Alors à chaque visite, il est reçu avec beaucoup d'attention. Barbara est une chef très célèbre dans la région. Elle est très innovante dans ses recettes. C'est pourquoi je lui demande très souvent conseil sur l'accord entre le vinaigre balsamique et les mets. Aujourd'hui, on a droit au gambero rosso, un foie gras poêlé qu'on va goûter avec du vinaigre balsamique, une petite panna cotta de parmesan, parce que le parmesan se marie très bien avec le vinaigre balsamique. Buonissimo. Mais non, je ne suis pas gourmand. Des alliances gourmandes que le chef proposera bientôt à la table du prince Albert de Monaco, comme les fraises, mariées au goût subtil d'un balsamique de 30 ans d'âge. En fait, Il nous a fait une belle recette. j'imagine qu'en France, peu de personnes peuvent imaginer que des fruits comme ça, avec du vinaigre balsamique, le mariage puisse être aussi parfait. Allez, on lui en vole un peu. Oui, mais la dernière, hein, parce que tout le reste est pour moi. Mais l'adresse italienne la plus prestigieuse que s'échangent les grands chefs cuisiniers se trouve sur les rives du fleuve Pô. Un lieu hors du temps. L'Antica Corte Pallavicina, un joyau architectural du XIVe siècle, sous lequel dort un trésor gastronomique. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Christian Garcia retrouve Massimo Spigaroli, le gardien d'une recette vieille de 700 ans, préservée dans cet écrin orné de fresques Renaissance. Voilà, ces peintures murales, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis toujours très séduit par cette beauté. Mais bon, le vrai trésor, le véritable trésor du château, il se situe dans les caves maintenant. On peut aller voir. On va les découvrir. La caverne d'Ali Baba. Vous avez vu là? C'est magnifique. 5000 jambons. Le culatello di Zibello. La plupart réservés par de grands noms de la gastronomie, mais pas seulement. Ceux du prince Albert, où est-ce qu'ils sont? Vous cherchez, ils sont là. D'accord. Ça, c'est à vous. Voilà, ça oui, ça, ils sont plus affinés. Ouais. Ça, ils sont en train Ceux-là sont prêts, là, déjà. Ça, ils sont déjà prêts. Le prince Albert a ses culatelli juste à côté de ceux du prince Charles. Néanmoins, je vais vous montrer un petit endroit secret que M. Spigaroli garde pour lui. Mais je vais quand même vous le montrer. Là, il y a ce petit endroit secret. La réserve personnelle du prince Charles. Le prince Charles envoie ses cochons à M. Spigaroli pour qu'il leur prépare toutes sortes de charcuteries, pas seulement le culatello de Zibello, parce que ce sont vraiment des caves très anciennes, peut-être les plus vieilles caves au monde, d'affinage de... On est sûr que ce sont les plus anciennes caves du monde. Il y a 2 siècles déjà, un certain Giuseppe Verdi, le grand compositeur italien, achetait ici son culatello. Contrairement au jambon de Parme, celui-ci n'est pas taillé dans la cuisse, mais dans la fesse du porc noir, la plus ancienne race de cochon d'Italie. Quel bonheur. C'est formidable. Aujourd'hui, vous nous montrez comment le culatello est fait à l'ancienne. Habituellement, pour des raisons d'hygiène, le culatello est préparé en laboratoire. Mais pour la visite du chef cuisinier, Massimo Spigaroli a reproduit l'atelier de ses ancêtres dans les caves. La qualité du porc, c'est déjà la matière première la plus importante. Par la suite, on a le salage de la viande,
le massage avec le vin local. Ah oui, notre production vient de la ferme, hein, un vin naturel. La petite subtilité de l'ail, la vessie de porc, le ficelage de tout le jambon fait que ce produit est assez exceptionnel. Mais la particularité du culatello, c'est sa technique d'affinage, unique au monde. Dans ses murs, pas de fumoir, pas de séchoir, mais des fenêtres ouvertes sur le pot. Ici, dès les premiers mois d'automne, le brouillard apporté par le fleuve pénètre dans les caves, égorge ses jambons d'humidité. Quand on arrive à la brouillard, c'est la grande fête. Parce que le brouillard rentre dans la cave, il va activer la musissure très importante qui va faire son fleur blanche, comme ça. Et c'est ça qui donne le goût. N'a pas, dans d'autres parts du monde, une musissure comme la musissure du culatello. Vous permettez, Monsieur Spigaroli, que je m'essaye au ficelage du jambon? Alors, vous avez compris. Oui, ça c'est très important parce qu'on va terminer le travail. Hein. On passe comme ça. C'est une activité assez physique quand même. Va bene così. Oui. Ah. Comme c'est comme ça, va. Ah. Celui-ci, Monsieur Spigaroli, il faudra nous le garder pour nous au Palais Princier. Hein. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, Christian n'est pas venu uniquement visiter les caves, mais choisir lequel de ses jambons va régaler le Palais du Prince. Ça, c'est 36-37 mois. 36-37 mois. Ok, regarde là la transparence. La viande doit être transparente parce qu'on va voir qu'il est coupé très fin et on est sûr qu'il va fondre la bouche. C'est très important ça. Pour moi, c'est lui. J'ai en charge et le privilège de pouvoir choisir la marchandise à la place du prince. Et je pense que ce jambon correspondra bien au goût du prince Albert. Avec un peu de pain, un peu de beurre, quand il est un peu âgé comme cette culatello, c'est le top. L'arme sur l'épaule. Droite. C'est la relève de la garde. Oh non. Là, j'ai pas le temps de m'y attarder. Il faut aller travailler. À Monaco, pour Christian Garcia et les 150 employés du palais, c'est le jour J. Dans quelques heures, le président de la République croate, Ivo Josipović, et son épouse seront reçus par le prince Albert et la princesse Charlène. Valets, majordomes, argentiers, au total une demi-douzaine de corps de métier s'affairent dans les appartements privés. Un ballet, 100 fois répété, où chacun connaît sa partition sur le bout des doigts. C'est un petit truc que j'ai trouvé tout seul pour bien enlever toutes les poussières. Bonjour. Bonjour. Les légumes. Les légumes de Rocagel. Voilà, donc là, merci. Les légumes, cueillis à l'aube dans le potager du prince, entrent en scène. Regardez là, il y a encore les petites fourmis qui se promènent sur les fleurs. En cuisine, le compte à rebours a commencé. Plus que 4 heures avant le début du déjeuner officiel. De leur côté, pas moins de 10 lingères vérifient la nappe de 9 mètres prévue pour la table du repas d'État. Vous pouvez tirer vers vous un petit peu? Parce que je vais traîner sinon. Bientôt, les 22 invités du prince et de la princesse prendront place ici, dans la grande salle à manger, la pièce la plus spacieuse des appartements privés, sous un plafond très ouvragé, peint au XIXe siècle sous le règne du prince Charles III.
Nous devons avoir les mêmes longueurs de chaque côté de la table. Et puis nous tenons compte aussi des armoiries qui sont au centre. Sachant que le souverain est toujours installé à cette place-ci, il doit pouvoir effectivement lire le Deo Juvente et voir la couronne face à lui. J'ai 52,5, donc c'est pour moi. Faut que tu m'en donnes. Faut que tu m'en redonnes encore un peu. Parfait. Vous avez ici 2 bandes, ici et ici. Et le petit jeu, c'est en fait que chaque bande soit à égale distance de part et d'autre de la table, du bord de la table. 2 heures d'un travail minutieux pour obtenir de la nappe une symétrie parfaite et faire disparaître le moindre pli. À quelques pas de la grande salle à manger, dans le salon des glaces, François, le chef jardinier, réalise un bouquet d'hortensias pour le cocktail que le prince donnera avant de passer à table. Une décoration florale, comme une empreinte laissée par la princesse Grace. François ne l'a pas connue, mais il sait combien elle aimait les fleurs. Les anciens m'expliquaient que la princesse Grace aimait bien les roses. Elle supervisait beaucoup l'entretien du jardin et elle donnait son avis, bien sûr, sur les tailles aussi. Elle venait souvent dans l'atelier bouquet pour aider, donner des consignes aux fleuristes. Elle s'intéressait vraiment de près. Là maintenant, on a déjà eu des demandes de la part de la princesse Charlène, donc pour des décorations florales avec des désirs bien précis, donc, et dans les couleurs et dans le choix des fleurs. La princesse Charlène aime bien les roses blanches, donc on est souvent parti sur des décorations à base de roses blanches. Aujourd'hui, pas de blanc, mais une composition pastel. Pour la réception, les jardiniers préparent 5 centres de table, des brassées de fleurs qui s'ajoutent à la 50aine de bouquets confectionnés chaque semaine au palais. Dans la maison, on n'a pas l'habitude de faire des choses gigantesques. Il n'y a absolument pas le sens de la démesure en décoration florale. Et bon, je sais que le prince aime à savoir qu'on réutilise d'ailleurs les fleurs et qu'on ne jette rien après, c'est très important. Vous voyez, on a des fleurs fraîches là de ce matin. Et très probablement, à l'issue du déjeuner, on va les réutiliser, par exemple, pour faire des petits vases pour les bureaux. Voilà, on essaie toujours de recycler toutes les fleurs qu'on utilise. Ça, on les passera à l'apéritif. Hein, on les fait en petit beignet de fleurs de courge. Il faudra sortir le parmesan aussi. Hein. Le problème avec les légumes du jardin, c'est qu'on ne peut pas toujours calibrer le produit. Donc on va jongler un petit peu au dressage. En cuisine, à 1 heure de l'arrivée du président croate, tout s'accélère. Un repas d'État demande une pincée d'organisation et une bonne dose de passion. Les grandes réceptions, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous donne cette adrénaline, qui nous donne envie d'avancer à chaque fois. Pour avancer sans faux pas et préparer au mieux cette réception de 24 personnes, le chef Garcia a fait appel à des extras. Et pas des moindres. Chaque fois qu'il le peut, Christian demande à Gilles Brunner, l'ancien chef des cuisines du palais, de revenir lui prêter main forte. En ramage, on a combien là, Gilles? Aujourd'hui, il y a donc 2 chefs en cuisine. Là, c'est pas des rapports de chef, parce qu'à ce moment-là, on ne les avait pas vraiment quand je l'étais. Il ne les a pas aujourd'hui, c'est lui qui tient les rênes, puisqu'on est fait. Au départ, on est des amis, et donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Aucun souci non plus avec un autre chef venu en renfort. Benoît Perruchon-Monge, le maître pâtissier de l'école hôtelière de Monaco. Ah, c'est mieux comme ça. Regarde, quand les gens sont... Hein, c'est bien, en plus on voit un travers. Ils ont le monogramme juste en face. Voilà. 2 ans que Christian et Benoît travaillent main dans la main à la création des desserts du palais. Et toujours une photo souvenir. C'est important pour nous aussi de garder l'image du dessert ou des plats qu'on a envoyés pour ne pas reproduire
À la prochaine réception peut-être du président croate, de ne pas reproduire le même dessert ou le même dressage. Patrice, t'es prêt? Regarde bien le centre. On a une fleur centrale qui est la rose, qui doit être pile dans l'axe vertical du lustre. C'est une mécanique bien huilée. L'à peu près n'a pas sa place à la table du prince. L'écartement entre les assiettes est précis. Un art de mettre la table que Paul, le majordome du palais, défend farouchement depuis 40 ans. Il faut toujours prévoir plus large qu'être serré. Même pour les valets, c'est difficile à servir parce que vous avez ces chaises. C'est haut, donc le dos est gêne quand vous passez les plats. C'est tout. Plus on est large, plus on est à l'aise. Tout est fait au centimètre près. Et pour 24 couverts, l'écartement aujourd'hui est de 47 cm, pas un de plus. Ce sont bien sûr des verres de cristal. Jean-Louis, marche un peu plus vite, sinon ça se va. Voilà. On se met la couronne, le triangle à peu près en face. 1, 2, 3. L'eau, le vin rouge et le blanc. S'il y a un petit problème, le prince Albert, après le déjeuner, des fois, comme je l'accompagne en dernier, il me dira lui-même le problème qu'il y a eu dans le service. Qu'il soit le verre, qu'il soit la tenue, n'importe quoi. Ah ben, ah oui. Le prince Albert a beaucoup l'œil sur ce petit détail. C'est très important. Ça va, colonel. Très bien, je vous remercie. Le colonel Fringant est un des personnages les plus importants du palais. Garant du protocole princier, il est le chef d'orchestre de toutes les grandes réceptions. Pour ce militaire, aucune improvisation n'est tolérée. Bon, petite particularité, donc il y a un petit discours du prince duré 40 secondes. 40 secondes, tout au début du repas, le temps de s'asseoir, le prince va se relever quelques secondes après. Petit discours qui se termine par la formule consacrée « Je lève mon verre à l'amitié entre l'homme ». Donc à ce moment-là, tout le monde se lève. Bon, il est probable que le président croate répondra quelques mots, très courts, il n'y a pas vraiment de discours. Tout le monde se rassied et début du service. Donc pas de particulier. Donc ne pas oublier de remplir les verres comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? Ce sera l'amuse-bouche, ce sera les œufs de rocagelle brouillés avec la truffe blanche avec des cèpes. Voilà, dès que le toast sera terminé, l'amuse-bouche arrivera. C'est un Corton Charlemagne. Parfait. Malgré une apparente décontraction, le chef du protocole engage sa responsabilité à chaque repas officiel. Il doit connaître les habitudes alimentaires des convives et leurs convictions religieuses pour éviter la moindre fausse note. Moi, je lui donne le nombre d'invités s'il y a des demandes particulières. Des allergies. Voilà. Et puis, le but, c'est de faire plaisir aux invités. Donc, le prince tient beaucoup à cela. C'est la qualité de sa table, c'est aussi la manière de recevoir. L'une des missions du colonel, établir le plan de table. Un art délicat, dont ce gardien des traditions protocolaires a le secret. Le prince aura bien sûr l'épouse du président croate à sa droite, la princesse Charlène aura le président croate à sa droite, et ainsi de suite avec les personnes dans le protocole descendant. Donc les moins importants du protocole, ils seront en bout de table. Moi, en l'occurrence, je serai là-bas. Ça a un avantage pratique, c'est qu'en bout de table, je vois à la fois le prince et la princesse, et on a un petit dispositif de signes. Bon, je sais que le prince a besoin de quelque chose, s'il me fait tel ou tel signe, c'est important. Le plan de table réussi, on s'en rend compte au bout de 30 secondes, on voit tout de suite si ça marche, si les gens peuvent se parler, qu'on n'a pas fait d'erreur au niveau des langues. Il est certain que si quelqu'un ne peut pas parler à son voisin, à sa voisine, parce qu'il n'y a pas une langue commune, ben là on s'est planté. Le prince Albert fait son apparition escorté du colonel Fringant. Le moment est solennel. C'est la première fois qu'un président croate rend visite à la principauté.
le veut l'usage, c'est à la porte d'honneur du palais que le chef de l'État monégasque accueille son homologue, M. Ivo Josipovic. Selon le protocole international, les honneurs militaires sont rendus au président croate dans la cour du palais. La fanfare des carabiniers du prince fait résonner l'hymne de la Croatie. En coulisses, on vérifie tout une dernière fois. Quand il commence à arriver à table, on finit les œufs brouillés, les cèpes, la brouillade, la truffe râpée. Quand on reçoit un chef d'État, on veut toujours se faire plaisir et faire surtout plaisir au prince et à ses invités. Donc toujours un peu plus de pression. Les œufs brouillés, tu les fais marcher, t'as la spatule, tu as tout. C'est bon. Ça va pas tarder là. Oh! Vous me dites pour le discours, hein? Ils vont annoncer là. Les premiers mots du discours du prince annonceront le coup d'envoi. À partir de là, Christian et sa brigade auront 3 minutes pour dresser 24 entrées chaudes. Un étage plus haut, la princesse Charlène vient de prendre place entre le président et le premier ministre croate. C'est sa première apparition publique depuis son mariage. Le souverain prononce ses premiers mots de bienvenue. Le chronomètre est lancé. Oui, il y a le discours qui a commencé ou pas? Oui, on y va. On y va. Allez, go. Allez, on y va. Pour commencer, l'amuse-bouche imaginée par Christian. Les œufs brouillés de la ferme du prince, recouverts de lamelles de truffes blanches d'Italie, aussi fines que du papier de soie. Et ça part comme ça. Ok? Les cuillères dans le même sens. Hein. Comme prévu, le prince Albert porte un toast à l'amitié entre les deux pays. Le repas peut commencer. Cri-cri. Alain, cri-cri. À table, s'il vous plaît. Bon. Allez, on y va là. Au palais de Monaco, un repas officiel dure 60 minutes, 1 heure, pour dresser et servir 5 plats. Chacun est délicatement posé dans le monte-charge. Très peu de... C'est trop. La cuisson doit être parfaite. Filet de loup aux agrumes et quenelle de caviar. Accompagné d'une charlotte de carottes, le tout nappé d'une émulsion au cresson. L'huile d'orange. Oui. Et la suite. Oui, ça va aller vite. On y va. Allez. Le plat est chaud. Allez monsieur, on y va, le dernier. Au second étage, on réceptionne les plats. 6 valets servent 24 personnes. Le service est réglé au métronome. Le poisson doit être servi chaud dans les assiettes. En cuisine, Christian surveille maintenant la préparation des filets d'agneau. Attends, non. Je voulais le passer d'abord. Tu vas en faire dessus, hein, Christian. Attends, je regarde dessus. Je regarde, Gilles. Tu viens dessus, là tu coupes. Pas là, non? Oui. Hein? Attends, non. On remet au chaud. Remets au chaud, là. Pas assez chaud. On peut y aller pour les girolles, chef? 10 girolles pour accompagner la viande, enfin à bonne température pour revêtir son habit vert. Allez,
On a fait une croûte d'herbe avec du pèbre d'ail, un tout petit peu de chèvre et des herbes de la montagne. Allez, goûte. Christian, on bouge, hein? On y va! Vas-y, passe. Christian prépare une soixantaine de grands repas chaque année. La volonté du prince est de mettre à l'honneur les plats et les produits typiques de la Méditerranée. Pour le fromage, un parmesan entièrement bio, affiné pendant 24 mois dans une cave d'Italie. Christian le dresse dans les assiettes ajourées de la manufacture royale du Danemark. Le parmesan est ensuite arrosé du précieux balsamique de Modène. Du 100 ans d'âge, ça se respecte. Vous allez, chef? On arrive, on envoie. La touche finale du repas. Un biscuit au thé vert et à la noix de coco, recouvert d'une fine tranche de pâte de fruits, de chocolat crémeux et de figues de la Riviera, confites au sirop. La présentation raffinée du pâtissier requiert toute la délicatesse des valets. Et si j'en prends plus que deux, Jean-Charles, merci. Faut faire attention à l'autre. Ce dessert savoureux est le point d'orgue de toute une semaine de travail. Christian. Allô? Le prince voudrait te voir tout à l'heure. Ok, merci. Pour le chef Garcia, ce n'est pas tout à fait terminé. À la demande du prince, il doit se rendre en hâte à la grande salle à manger. Le prince et la princesse m'appellent pour la fin du repas. Le verdict va tomber. Ce repas a-t-il été à la hauteur des attentes princières? Christian va le savoir maintenant et devant tous les convives. Un instant qu'il souhaite vivre en aparté. Monseigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prince et la princesse étaient très satisfaits. Et puis le président de la Croatie m'a félicité pour ce délicieux déjeuner. C'est toujours un ouf de satisfaction. C'est beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions à chaque fois. Toujours la même émotion chaque jour. Et je me dis, on passe au prochain qui a lieu demain. Depuis 24 ans, Christian Garcia vit un rêve éveillé. Comme tous ceux qui travaillent au palais, il est le gardien d'une tradition ancestrale. Faire de la maison des princes de Monaco la vitrine de l'art de recevoir. Un héritage et un savoir-faire qui contribuent au rayonnement de la principauté dans le monde entier.